Bonjour à tous, parmi les livres dont je vous ai fait plusieurs résumés, il y en a un que j'ai envie d'approfondir, Le réveil du vieux monde vers un nouvel ordre international. En fait, ce qui m'intrigue dans ce titre, c'est que ça pourrait corroborer le fait que le nouvel ordre mondial serait en fait très ancien. C'est ça qui m'obsède, donc je vous propose qu'on rentre dans ce livre de William Pfaff, aux éditions Calman Levy. Donc c'est un ouvrage traduit de l'anglais, hein. On a tout d'abord la préface à l'édition française, ensuite le chapitre Étoile morte, le défi européen, l'Europe centrale, l'Union soviétique, nationalisme, le Japon, la Chine et la formation des nations, et le risque d'un terrible gâchis. L'ouvrage date de 1989 et 90 pour la traduction française. Pour traiter les affaires barbares, il faut connaître les sentiments barbares, et pour connaître les sentiments barbares, il faut connaître les situations barbares. Wei Yuan, membre du grand secrétariat de la cour impériale mandchoue et fondateur parmi d'autres des études occidentales en Chine, présentant un recueil de documents sur les pratiques européennes, publié peu avant la première guerre de l'opium. Les Thermopyles. Honneur à ceux qui toute leur vie s'assignent comme tâche la défense des Thermopyles, ne s'écartent jamais du devoir, équitable et juste en toutes choses, mais aussi indulgents et pitoyables, généreux quand ils sont riches, quand ils sont pauvres, généreux aussi dans la mesure de leurs ressources et secourant autrui autant qu'ils le peuvent, véridiques mais sans haine contre ceux qui mentent. Et plus que jamais dignes de louange s'ils se rendent compte, et ils le font parfois, qu'Éphialte va paraître et que les Médès auront le dessus. C'est Cavafi, traduit par Marguerite Yourcenar. Préface à l'édition française. Qui aurait cru que l'édifice érigé après la guerre était si fragile? Donc on parle de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le voici qui soudain s'effondre. Menaçant, si inévitable en apparence, le bloc socialiste apparaît tout à coup sans intérêt aucun pour le monde moderne. Le seul défi qu'il nous lance aujourd'hui est simplement de savoir comment le démanteler pacifiquement, un défi qu'il faut se garder de sous-estimer. De part et d'autre de l'Atlantique, voici aussi que l'on remet en question, que l'on se propose de réviser, les relations entre les États-Unis et les démocraties européennes. Après 40 années de silence, l'Europe prend à nouveau la mesure de son importance et de sa force. En Europe occidentale, en France, où je vis et travaille depuis 18 ans, on veut croire que l'Europe, de même que la France, est faible, ce qui est une façon, à mon sens, de fuir une réalité qui impose des responsabilités. On est partagé entre la tentation de fermer les yeux sur les implications des changements en cours et le goût de faire tout un roman de leurs possibilités tout en s'abstenant de regarder en face actes, réactions et ripostes concrètes. Tout peut se résoudre en des harmonies supérieures, se plaît-on souvent à penser. Tel est, assurément, le point de vue à l'honneur dans une Allemagne stupéfaite de se trouver à nouveau confrontée à la question allemande, entre guillemets, mais cela vaut également pour la France. On a la tentation de baisser les bras, de laisser l'initiative à M. Gorbatchev, parce que je vous rappelle donc que l'ouvrage date d'un an avant la dislocation de l'Union soviétique, hein. Donc c'était encore Gorbatchev au pouvoir. C'est lui qui s'est occupé de tout ça, entre guillemets, hein. Lui qui avait d'ailleurs une vision du nouveau monde, hein, aussi, ou du nouvel ordre mondial. Donc Gorbatchev, dont on respecte à juste titre l'intelligence et la vision, mais aussi parce que l'on est convaincu de manière moins justifiée que la France ou l'Europe n'ont pas grand-chose à faire. Ma conviction est que nous entrons de nouveau dans une période où les puissances européennes sont, ou doivent devenir, des acteurs de premier plan dans les affaires mondiales. Les Américains se sont plus à penser qu'une entité portant le nom d'Europe avait pris la place de toutes les nations européennes, avec lesquelles le monde avait eu jadis affaire, avec des fortunes diverses. Si du fait de la menace compétitive qu'elle fait planer sur l'économie et la prééminence technologique des États-Unis, cette Europe, entre guillemets, est à certains égards une source de trouble pour les Américains, l'existence d'une telle Europe est aussi faite pour les rassurer, car cette entité, à la création de laquelle nous avons collaboré, et à laquelle nous sommes alliés de manière fondamentale, nous paraît solide et unie, comme le sont les États-Unis. L'Europe existe, de même que les différentes puissances européennes porteuses de possibilités et d'intérêts nationaux particuliers, mais aussi d'ambitions et d'intérêts individuels. Ainsi, pour les Européens, la fin du système d'après-guerre, du siècle américain, en réalité moins d'un demi-siècle, ce qui n'est probablement pas plus mal, est synonyme de nouveau siècle européen. Mais rares sont encore ceux qui se sont véritablement interrogés sur la portée de ce changement.
Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ne manquera pas d'affecter la suite des événements, mais l'Amérique suit toujours une destinée particulière, qui n'est pas celle de l'Europe. La distinction est d'importance. 40 années durant, les États-Unis ont apporté une solution aux problèmes de l'Allemagne de l'Ouest, aussi bien qu'à ceux de l'Europe, et cette période touche aujourd'hui à sa fin. Surgissent de ce fait des questions qui, pour la France, étaient depuis longtemps réglées, notamment celle de ce que doit devenir et de ce qu'est véritablement aujourd'hui cette Europe de la France et d'une Allemagne qui, événement historique, a cessé en novembre 89 d'être scindée par le fameux mur de Berlin. Cette Europe se confond-elle avec l'Europe du marché commun, ou est-ce la communauté européenne plus les démocraties nordiques, l'Autriche et la Suisse, les États membres de l'Association européenne de libre-échange, ALE, ou faut-il encore y ajouter les pays de l'Est? Une maison commune européenne? Quelle qu'en soit la définition. La communauté des 12, ou même la communauté des 6, ne possède-t-elle pas une cohérence et une capacité d'action et des potentialités politiques qui se perdraient à la faveur de son expansion ou de son amalgame avec les autres composantes de l'Europe géographique? Et pourtant, l'expansion de l'Europe n'est-elle pas capitale pour résoudre le problème de l'Allemagne, revenu au premier plan sur la scène de l'histoire, et assurer l'évolution démocratique des pays de l'Europe de l'Est? Comment va-t-on continuer à assurer la sécurité de l'Est comme de l'Ouest? Dans cet essai, qui parut aux États-Unis en mai 89, je prône des négociations sur la sécurité en bonne et due forme entre l'Est et l'Ouest afin de trouver un règlement fondé sur un retrait mutuel d'Europe des troupes américaines et soviétiques, mais un retrait qui s'accompagnerait de garanties officielles de l'autonomie des pays de l'Europe de l'Est et de la sécurité de toutes les parties. Il est permis de se demander si nous ne sommes pas d'ores et déjà plus avancés, car le gouvernement soviétique a spontanément abandonné des positions qu'il eût défendues un an plus tôt. À mon sens, des négociations n'en restent pas moins souhaitables. Mais la situation évolue très vite, et elle est grosse de danger. Depuis la fin de la guerre, le privilège de l'irresponsabilité a été la qualité saillante de la situation en Europe. À la suite de 2 guerres civiles européennes totales, devenues des guerres mondiales, mais aussi du fait des catastrophes morales auxquelles ces conflits donnèrent lieu, l'Europe renonça en effet à d'importantes responsabilités, si elle n'en fut pas déchargée complètement. Dans l'ensemble, les Européens ne se montrèrent pas hostiles à l'idée de laisser les États-Unis et l'Union soviétique mettre de l'ordre dans le monde après la guerre. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, exactement ce qu'ils font en ce moment, hein. Il y a le président américain qui essaye de négocier avec le président russe, et ceux qui sont au milieu, ils n'ont rien à dire, hein. Ils en furent même donc soulagés, que les Américains prennent donc ces responsabilités. Mais c'est précisément cette période durant laquelle l'Europe a été exemptée de toute responsabilité historique qui aujourd'hui s'achève. La suite des événements va créer de nouvelles responsabilités qui au bout du compte pèseront plus lourdement sur l'Europe, laquelle reste le nœud de l'histoire contemporaine. En Europe occidentale comme aux États-Unis, on est encore loin d'avoir mesuré pleinement les implications de cette évolution. D'où ce livre, WP Paris, novembre 1989. Alors, petite parenthèse, on dirait un petit peu que l'auteur nous dit, comme s'il savait ce qu'il allait y avoir ensuite, hein, quand il dit « La suite des événements va créer de nouvelles responsabilités qui, au bout du compte, pèseront plus lourdement sur l'Europe. » C'est étonnant de dire ça, alors qu'a priori, on ne peut pas prédire le futur. Ça fait un petit peu penser à ce qui avait marqué, vous savez, de façon subliminale sur les chèques de banque. La petite phrase là qui était visible en zoom à 700% sur un chèque. Il y avait marqué « L'Europe ne se fera pas dans une construction d'ensemble, mais par des réalisations de fait. » Ça veut un peu dire la même chose, hein. Donc on va voir si l'auteur est plutôt pro-européen, et puis quelle Europe, ou alors contre, ce qui m'étonnerait. Mais... Chapitre 1. Étoile morte. Les comptes que présente l'histoire demandent à être réglés. Et dans la vie d'une nation, passé et présent doivent être conciliés. Car l'histoire est une force insistante. C'est le passé qui nous a conduits où nous sommes, et l'on ne saurait en finir avec lui tant qu'on n'a pas apuré les comptes. Or, aux États-Unis, on a tendance à sous-estimer la force du passé, quand on ne la nie pas purement et simplement. Une des caractéristiques de la culture américaine a été ainsi de voir dans l'histoire pure fadaise, et en tout cas à agir comme si tel était le cas, sans doute parce que les États-Unis ont connu une histoire relativement heureuse. Le passé ne nous traque pas, du moins sommes-nous enclins à le penser, et pourtant on n'a toujours pas fait de sort à l'héritage des pires épisodes de notre passé.
l'esclavage et la décimation désinvolte des Indiens d'Amérique. Il est vrai que l'esclavage et la discrimination raciale qui est suivie finirent par se défaire sous l'effet de la mobilisation de la conscience nationale. Ainsi, la majorité des Américains s'accommodent-elles de ce passé sans gêne excessive. Et dans les preuves tangibles que, sur des points cruciaux, les États-Unis demeurent une nation économiquement et socialement divisée, on ne veut voir que le revers de notre individualisme chéri. Les Américains ont une faculté d'oublier le passé, ou d'agir comme si le passé n'avait aucun intérêt, qu'ils doivent à leur conviction d'une providence particulière, providence avec un grand P, d'une fatalité aveugle, ainsi que l'observait Tocqueville. La démocratie, expliquait-il, nie l'idée aristocratique que les individus façonnent l'histoire. Elle est plutôt encline à penser que chaque nation est invinciblement attachée par sa position, son origine, ses antécédents, son naturel. Aussi ne suffit-il pas aux historiens d'une démocratie de montrer comment les faits sont arrivés, ils se plaisent encore à faire voir qu'ils ne pouvaient arriver autrement. Les États-Unis et l'Union soviétique, qui prétendent tous deux incarner la nation démocratique par excellence, partagent une même croyance en l'inéluctabilité que démentent les faits. Les choses auraient pu être autrement. Qu'elles eussent pu et qu'elles puissent être autrement est une considération troublante. Mais s'il arrive aux Américains de présumer l'inéluctabilité, au moins ne prétendent-ils point à l'infaillibilité. Au contraire de l'Union soviétique, qui s'est appuyée sur cette prétention d'une ligne générale infailliblement juste. Mikhaïl Gorbatchev lui-même s'y trouve dangereusement lié. Comme toute autre société, la sienne a besoin d'attache avec son passé afin d'affronter le présent. Il lui faut dégager le sens moral du passé pour nourrir une confiance morale en elle-même et en son avenir. Les événements récents de l'Union soviétique sont lourds de conséquences, car ils touchent un pays qui est plus que tout autre tourné vers l'avenir, au point de tout justifier par ce qui était censé se produire et par ce qu'il prétend triomphalement avoir laissé derrière lui. La découverte que rien n'appartient vraiment au passé, tant que l'on n'a pas dit la vérité, est aussi profondément troublante que le fait que la vérité de l'avenir soit imprévisible. La croyance américaine en l'inévitabilité du passé s'accompagne de la conviction que tout est possible dans l'avenir, idée qui n'a rien à voir avec la croyance en un avenir prévisible. Lorsqu'il présenta l'Union soviétique comme l'empire du mal, le président Ronald Reagan sous-entendait que ça n'avait rien de nécessaire. L'URSS pouvait changer et devenir autre chose si elle en faisait le choix. Une transformation était possible. L'idée que, quoi que puissent être les Russes, les Européens ou les peuples des grandes civilisations asiatiques, ils le sont depuis fort longtemps, et ils ont toute chance de le demeurer, suppose un fatalisme trop à rebours de l'esprit américain pour être acceptable. Pareil fatalisme impliquerait également une politique étrangère fataliste, où les autres nations seraient acceptées telles qu'elles sont ou telles que l'histoire les a faites. Mais l'insistance avec laquelle les Américains veulent croire que la liberté de l'homme suppose la malléabilité de l'histoire a donné le jour à une politique étrangère activiste, présumant qu'il est possible de transformer les nations et la société internationale en quelque chose de plus acceptable pour les Américains. Tel est le sens de l'American Century, du siècle américain. Avec lui, l'histoire a trouvé son accomplissement démocratique. Il est dans le tempérament américain de pousser les choses jusqu'à leur conclusion, de solder les comptes, de gagner et de tourner la page pour passer à autre chose. Il est extrêmement difficile d'accepter que l'histoire ne s'arrête pas, qu'il est au cœur de la sécurité nationale américaine des problèmes qui pourraient bien n'avoir aucune solution. La vie politique américaine est riche en idées épuisées, exsangues, comme des étoiles mortes, qui n'en conservent pas moins une importance capitale dans la façon dont sont abordés certains sujets et dans la formulation de la politique nationale. Ce sont des idées que les gens veulent croire, ou ont besoin de croire vraies. Elles portent sur le changement politique, la corrélation entre progrès politique et économique, ainsi que sur la portée universelle de certaines valeurs et institutions politiques auxquelles on se tient parce qu'elles seraient tout simplement déroutantes de se passer d'elles. Il est des formulations théoriques dont on admet généralement qu'elles sont fausses, mais qui sont devenues classiques et pour lesquelles on ne dispose d'aucun substitut évident. Ainsi, des hommes qui savent certainement à quoi s'en tenir continuent-ils à s'en servir. Entre ce que les Américains sérieux observent en certains domaines et ce qu'ils pensent réellement d'eux, d'une part, et les propositions qu'on ne cesse de mettre en avant comme la base de la politique nationale, d'autre part, le décalage est considérable. Le fait est que la perception est dissociée de l'analyse et de la décision, au point qu'il faut en chercher une explication dans la culture politique américaine.
Certaines idées fausses proviennent d'une perception partielle ou d'une généralisation par trop simplifiée d'une situation particulière, laquelle s'impose ensuite dans les habitudes politiques. Dans les années 1940, il était aussi commode qu'expédient de penser que la Russie soviétique était au moins virtuellement une puissance démocratique, qu'il s'agissait d'un pays neuf, à ce titre plus proche des États-Unis que des vieilles nations européennes. Malgré l'intermède de la guerre froide et l'identification de l'URSS avec le mal totalitaire, bien des Américains se plaisaient encore à croire dans les années 60 et à l'aube de la décennie suivante que les États-Unis et l'URSS convergeaient vers quelques nouveaux modèles de société, industriels avancés ou post-industriels, dont naîtrait un nouvel ordre social progressiste. Et ce, alors même que l'Union soviétique stagnait, que l'Europe occidentale et le Japon, tenus pour des forces mineures dans les affaires mondiales, gagnaient bel et bien de vitesse les États-Unis par leur dynamisme industriel. Dans les années 1950, les Américains furent impressionnés et troublés par le grand bond en avant de la Chine. 10 ans plus tard, ils acquièrent la conviction que la Chine était d'ores et déjà une puissance mondiale capable de mobiliser les forces extrémistes de la société rurale, entre guillemets, non occidentale, pour assiéger l'Occident urbain, entre guillemets. C'est la peur d'un communisme asiatique, unitaire, soi-disant contrôlé par la Chine, qui entraîna les États-Unis dans la guerre du Vietnam. On a depuis cessé de percevoir la Chine comme une menace, mais les Américains persistent à voir en elle une grande puissance, susceptible même de devenir une superpuissance dès l'an 2000, c'est-à-dire d'ici 10 petites années. Or, à l'heure qu'il est, la production industrielle totale de la Chine est probablement de moitié inférieure à celle de la Grande-Bretagne, sans parler de la France, et pour ce qui est du développement technique, du progrès scientifique, de l'éducation et du niveau de vie, la Chine est encore très très loin derrière ces deux pays. Petite parenthèse, vous voyez comme les choses ont changé, en 35 ans, c'est sûr. À l'époque, la Chine était derrière la Grande-Bretagne et la France. Aujourd'hui, c'est même plus comparable. La seule échelle physique de la Chine et de sa population invite à penser que les dimensions doivent inéluctablement devenir qualité. Or, la Chine moderne n'a jamais su transformer ses ressources matérielles et humaines en une véritable puissance nationale. Tel a toujours été son problème depuis que s'est amorcé le déclin mandchou. Pourquoi aller imaginer que s'est opéré un changement décisif ? Peut-être est-ce le cas, mais cela reste à démontrer. L'exemple de la brillante, quoique sanglante métamorphose du Japon, du royaume féodal érémitique en un moderne féodalisme industriel superbement puissant, nous est donné pour preuve que la même chose se produira non seulement en Chine, mais dans le reste du bassin du Pacifique. Et l'on feint largement d'ignorer les raisons qui pourraient inviter à penser que le précédent japonais n'est pas de nature à se reproduire aisément. Que la production industrielle brute totale de la Corée du Sud, de Singapour, de Taïwan et de Hong Kong, les 4 puissances est-asiatiques à l'industrialisation la plus rapide, soit encore à peine plus forte que celle des seuls Pays-Bas, ne retient pas certains d'imaginer que le jour de la prééminence mondiale du bassin du Pacifique s'est déjà levé. Ce n'est jamais là que l'effet d'une volonté de croire. De la même façon, et avec encore moins de preuves, on avait voulu croire au début et au milieu de la décennie 1970 que l'Iran était sur le point de devenir la 5e superpuissance du monde. Une seconde catégorie de fausses croyances trahit les postulats culturels de la société qui la professe. Alors, je reviens quand même sur l'Iran. Eh ouais, on pensait dans la décennie 70 que l'Iran était sur le point de devenir la 5e puissance du monde. On va dire qu'à mon avis, les États-Unis se sont bien assurés que ça ne soit pas le cas. Peut-être en mettant en place le Shah d'Iran en 79, et il y avait peut-être la CIA derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils savaient peut-être à l'avance que ça ferait régresser la croissance du pays, qui était déjà en bonne voie d'occidentalisation, entre guillemets. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je continue. Une seconde catégorie de fausses croyances trahit les postulats culturels de la société qui la professe. Elle correspond à ce qu'un peuple a besoin ou envie de croire pour des raisons enracinées dans sa propre histoire. Les Américains ont toujours eu un désir profond de croire que les États-Unis avaient laissé l'Europe derrière eux, que le nouveau monde, entre guillemets, avait succédé au vieux, bref, qu'avait commencé le siècle de l'Amérique. Les Américains se sont plu à croire que les États-Unis avaient une destinée missionnaire en Asie, religieuse au XIXe siècle, séculière au XXe. Autant de convictions qui trahissent une conception progressiste de l'histoire, qui est paradoxalement, pourrait-on penser, un des ressorts de la nation américaine.
par ailleurs très conservatrice dans ses conceptions politiques. Qu'ils se veuillent libéraux, conservateurs, néoconservateurs ou radicaux, les Américains des temps modernes n'ont connu d'autre vocabulaire que celui de l'optimisme pour aborder les affaires internationales. Nous refusons de prendre acte des complexités et perversités de la marche de l'histoire parce que ce serait compromettre l'optimisme qui fut indispensable au développement des États-Unis eux-mêmes. C'est le refus même de reconnaître que les loups sont à notre porte qui nous a fait aller de l'avant. D'autres sociétés vivent dans l'obsession des loups. Illusion de force et de santé éternelle, illusion de la bonté foncière de la population, telles furent les illusions d'une nation, les mensonges de plusieurs générations de mères frontalières, écrivait F. Scott Fitzgerald. Freud a évoqué les formations psychiques réactionnelles, la plus importante étant le refoulement sexuel, par lesquelles la civilisation s'est efforcée de contenir l'agressivité de l'homme. Aux États-Unis, la réalité a été soumise à un autre type de refoulement, sous la forme d'un optimisme politique généralisé, maintenu envers et contre tout. « Suis-je un idéaliste » demandait Woodrow Wilson. « C'est ainsi que je sais que je suis un Américain. » Freud observa aussi bien sûr à quel point le refoulement peut être une entreprise vouée à l'échec. Dans un passage de son malaise dans la civilisation, il put ainsi écrire d'un ton lugubre « Peut-être pouvons-nous aussi nous faire à l'idée que s'attachent à la nature de la civilisation des difficultés qui resteront rebelles à toute tentative de réforme, idée profondément étrangère à l'esprit américain. » S'il trouve ses origines dans le XVIIIe siècle, le vocabulaire américain de l'optimisme n'a acquis sa forme politique présente qu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Il prit alors la place d'un impérialisme progressiste associé au nom de Theodore Roosevelt et d'Alfred Thayer Mahan, mais que les Américains n'avaient jamais accepté de tout cœur, du fait de leur propre expérience de victime de la colonisation. Woodrow Wilson proposa un internationalisme utopique où seul importait l'objectif et la fin, tandis que moyens, méthodes et même analyse faisaient l'objet d'un souverain mépris. Après avoir su attirer l'attention du monde par ses 14 points pour mettre fin à la guerre, il montra lors de la conférence de Versailles en 1919 qu'il n'avait pas d'idée bien précise de ce qu'il voulait, tant il était assuré que des pensées nouvelles et l'application de principes généraux suffiraient à tout résoudre. Sa confiance était représentative de celle des autres Américains de son temps. Il tenait cet utopisme politique de la tradition religieuse qui veut que les États-Unis soient, comme le croient encore aujourd'hui de nombreux fondamentalistes protestants, l'expression séculière de l'action rédemptrice de Dieu, l'accomplissement séculier des promesses divines. De calviniste à l'origine, a pu observer le sociologue Robert Nisbet, la religion de Wilson, comme celle de l'Amérique, s'est ensuite transformée en américaniste. Cette tradition devait trouver son expression politique moderne dans l'internationalisme libéral de la politique étrangère américaine, depuis l'époque de Wilson jusqu'au traumatisme de la guerre du Vietnam, en passant par l'ère de Franklin Roosevelt et de ses successeurs. De nos jours, il ne reste plus grand-chose de cet enthousiasme américain pour une réforme schématique de la planète, ni d'ailleurs de l'optimisme concernant l'évolution de l'ordre mondial, entre guillemets. En matière de politique étrangère, la pensée libérale s'est donné des objectifs plus restreints, privilégiant la maîtrise des armements dans les relations soviéto-américaines, pressant les Alliés de prendre leur part du fardeau de la sécurité et exprimant un nationalisme et un protectionnisme économique néolibéral, sans pour autant abandonner l'essentiel du vieux langage de l'internationalisme progressiste qui accorde à l'Amérique la direction du monde libre. Intellectuellement, il n'y a rien de bien nouveau dans tout ceci, ni guère de signe de la reconnaissance que les problèmes fondamentaux de la fin de ce siècle pourraient bien se poser hors du cadre étroit des relations bilatérales soviéto-américaines. La conversion au conservatisme de nombreux intellectuels américains, le soutien qu'ils ont apporté à Reagan puis à la candidature Bush en 1988, leur ralliement à un patriotisme franc et parfois impérieux, mais aussi leur altière renonciation à l'esprit critique des liberals américains, n'ont pas débouché de leur part sur quelques réexamens sérieux des idées qui inspirent depuis plus de 3/4 de siècle la politique étrangère américaine. On assiste plutôt à une célébration des poncifs. La mission de l'intellectuel néoconservateur, observa Irving Kristol, est d'expliquer à la population américaine pourquoi elle a raison et aux intellectuels pourquoi ils ont tort. Pourrait-on concevoir un sentiment plus américain de la part d'un intellectuel ? Au lieu d'un réexamen des vieilles idées politiques libérales, on assiste sur bien des points capitaux à leur répétition.
On persiste à présenter agressivement les États-Unis comme un modèle pour l'humanité, une source d'idéalisme, un siège de la justice. Mise au défi de repenser la politique en Amérique centrale, la commission Kissinger, groupe de réflexion à dominante conservatrice, qui remit son rapport en 1984, ne trouva rien de mieux à proposer qu'un ambitieux programme d'assistance pour aider les populations centra-américaines à faire leur la vision de l'avenir que représentent nos idéaux, entre guillemets. Comment Lyndon Johnson ou Hubert Humphrey auraient-ils pu être en désaccord? C'est le président Johnson qui avait dit des États-Unis et de l'Amérique latine que nous ne voulons pour les peuples de cet hémisphère que ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Liberté, justice, dignité, vie meilleure pour tous. En 20 ans, il n'y a eu aucun changement. Et on peut ajouter que par la suite, ils ont fait tuer Hugo Chavez, et puis peut-être d'autres, entre autres coups d'État, etc. Ils veulent pas le meilleur pour les Sud-Américains, ils veulent les contrôler, c'est clair. Je continue. Et en 70 ans, les changements sont demeurés fort rares. Wilson était d'avis que le drapeau américain n'était pas seulement le drapeau de l'Amérique, mais celui de l'humanité. Et après le bombardement de Veracruz en 1914, il déclara que les États-Unis étaient allés au Mexique pour servir l'humanité. Ronald Reagan n'aurait pu mieux dire à propos de la Grenade, du Salvador ou du Nicaragua, où il y a eu partout des coups d'État. Nous sommes dans une situation bizarre. Au-delà d'un certain seuil d'intelligence ou de conscience, les Américains, conservateurs, libéraux et autres, savent que leur langage politique est faux, que leurs idées sont sentimentales et avantageuses pour eux-mêmes. Ils reconnaissent tout à fait que les Libanais, les Iraniens, les Nicaraguayens, les Salvadoriens, les Philippins, les Africains, sans parler des Européens, des Japonais ou des Chinois, ont tous une vie plus ou moins éloignée de l'expérience nationale américaine, avec des perceptions et des ambitions nationales différentes que motivent d'autres valeurs. Ceci ne fait aucun doute aux yeux des responsables de la politique américaine, et c'est bien l'obstacle majeur à la réussite de cette politique. Il n'y aurait aucun problème au Moyen-Orient ou en Amérique centrale, ni en aucun des autres pays où les États-Unis se trouvent confrontés à des sensibilités locales, on va dire, si les valeurs américaines étaient effectivement admirées et recherchées universellement, ou susceptibles de le devenir pour peu qu'on les expliquât correctement. Qu'elle soit la norme du monde entier est tout simplement un vieux thème égocentrique de la rhétorique politique américaine, mais qui de nos jours ne présente plus d'intérêt que pour nous-mêmes. Les Américains et leur gouvernement sont parfaitement à même d'identifier les intérêts matériels et politiques des États-Unis à l'étranger, de les distinguer des intérêts des autres et de reconnaître par la même occasion que ceux-ci peuvent non seulement entrer en conflit avec ceux-là, mais encore que ce heurt est tout à fait légitime. Donc, petite parenthèse, ce qu'il est en train de dire, c'est que les États-Unis, stratégiquement, ils connaissent volontiers et ils reconnaissent là où ils abusent, en gros, et ce que les autres États ont de différents d'eux, etc., et qui trouvent même ça comme légitime. Mais ils continuent à œuvrer pour, on va dire, un nouvel ordre mondial. C'était ça ce qu'il disait, lui, à l'époque. Ça pourrait s'expliquer assez simplement. Ça voudrait dire que le peuple américain et même le gouvernement ne décident pas par eux-mêmes, parce que quand c'est pas logique, il faut chercher une autre raison. C'est que c'est ni sentimental ni autre. Peut-être qu'il y a des entités plus secrètes, ou des gens qui se cachent dans l'ombre et qui leur dictent la politique et ils n'ont rien à dire, c'est-à-dire vous devez être un moteur dans l'unification d'un nouvel ordre mondial. Ça serait la seule explication possible. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que, oui, non, ça c'est abusé, nous non plus on voudrait pas de ça, mais on reconnaît vos différences et tout, mais on veut quand même continuer d'imposer nos choix. Soit c'est de la schizophrénie à haut niveau, soit, je dis toujours, la schizophrénie apparente peut s'expliquer par le fait que ce sont des agendas qui sont cachés et qui nous semblent absolument pas logiques parce que beaucoup trop sinistres. Et ça pourrait être le fait de vouloir imposer un nouvel ordre mondial. Mais ce seraient des groupes secrets. Est-ce que ce serait le groupe Majestic 12? Est-ce que ce serait Bilderberg? Est-ce que ce serait le CFR? Ou plus haut que ça, est-ce qu'il y aurait des non-humains parmi nous depuis quelque temps et qui obligeraient nos dirigeants à aller vers une unification mondiale contre quelconque menace? À un moment, faut parler de tout, parce que qu'est-ce qui fait que ça semble illogique de l'extérieur? Ça répond bien à des intérêts particuliers quand même de faire ça. Je continue.
Nous sommes disposés à défendre nos intérêts sans état d'âme, à rejeter les votes de l'ONU ou à nier la compétence de la Cour internationale de justice concernant les actions américaines dès lors que ça nous arrange. Nous défendons âprement nos intérêts commerciaux jusqu'au protectionnisme ou au-delà, alors que sur un autre plan, le langage de l'idéalisme libéral paraît indispensable aux Américains. C'est le seul langage que nous ayons, si vide de contenu soit-il. Qu'elles soient justes ou fausses, disait Keynes, des idées politiques et économiques, elles sont plus puissantes qu'on ne l'entend communément. En fait, le monde n'est guère dirigé par autre chose. Les hommes pratiques qui croient échapper à toute influence intellectuelle sont habituellement les esclaves de quelques défunts économistes. Les fous au pouvoir, il dit ça en 90 déjà, les fous au pouvoir qui entendent des voix distillent leur délire en s'appuyant sur quelques écrivassiers académiques d'il y a quelques années, je suis sûr que l'on exagère terriblement le pouvoir des intérêts acquis en comparaison de l'accrue graduelle des idées. Tout le problème de l'Amérique est précisément de se libérer de l'emprise d'idées exsangues, c'est-à-dire d'idées qui étouffent complètement le pays et même son gouvernement. Donc, la question que moi je me pose, c'est d'où est-ce que ça vient, cette nécessité absolue de nouvel ordre mondial? Plutôt de qui ça vient? Est-ce que c'est seulement des intérêts humains? Voilà, je vous dis à très bientôt, peut-être pour la deuxième partie.